Si vous avez déjà observé un immense navire traverser la mer, une chose vous a sans doute frappé, sa lenteur. Imaginez un cargo gigantesque, avec des moteurs de la taille d'une maison, crachant de la fumée et faisant un vacarme infernal. Et pourtant, il ne navigue qu'à 20 ou 22 nœuds. Pour vous donner une idée, cela représente environ 40 km par heure. Un cycliste professionnel pourrait facilement le dépasser sur la route. Et c'est là que la question cruciale se pose. Pourquoi les navires ne peuvent-ils pas aller plus vite? Qu'est-ce qui les empêche précisément d'accélérer? Si on installait des moteurs plus puissants, cela ne suffirait-il pas? Existe-t-il une véritable limite physique? Absolument. Comprendre cela change complètement votre vision de la mer et du génie naval. Les navires ne naviguent pas lentement par hasard, ni par manque de technologie pour aller plus vite. Une série de phénomènes physiques rendent l'accélération d'un navire bien plus complexe et bien plus coûteuse que celle d'une voiture ou même d'un avion. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons tout cela calmement et clairement, afin qu'à la fin, vous compreniez parfaitement pourquoi la mer ne tolère pas la précipitation. Pour commencer, il est essentiel de comprendre un principe fondamental, mais incroyablement puissant. L'eau oppose une résistance brutale. C'est un milieu extrêmement dense comparé à l'air. Si vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau plutôt que sur la terre ferme, vous connaissez cette sensation. Chaque mouvement est un véritable combat. Imaginez maintenant déplacer un navire de plusieurs milliers de tonnes dans ce même milieu. Tout devient beaucoup plus difficile. À cela s'ajoute une idée fondamentale. Plus on tente de déplacer un bateau rapidement, plus la résistance de l'eau augmente. Cette augmentation n'est pas linéaire, mais disproportionnée. Et il arrive un moment où l'effort n'en vaut tout simplement plus la peine. On peut installer des moteurs 2 fois plus puissants, et la vitesse n'augmente que de 10% ou 15%. C'est comme si le bateau luttait contre un mur invisible, de plus en plus difficile à franchir à mesure que l'accélération progresse. Ce mur porte un nom bien connu, la vitesse de coque. Attention, il ne s'agit pas d'une limite absolue. Dépasser cette vitesse ne signifie pas que le navire explosera. C'est plutôt une barrière énergétique. Au-delà, chaque nœud coûte une fortune en énergie. Et le plus intéressant, c'est l'origine de cette barrière. Elle est liée aux vagues générées par le navire lui-même. Lorsqu'un navire avance, il crée une vague à l'avant et une autre à l'arrière. Rien d'anormal. Mais à mesure qu'il accélère, ces vagues s'allongent. Et arrive un moment où la distance entre la vague à l'avant et celle à l'arrière correspond exactement à la longueur du navire. Dès lors, le navire est en quelque sorte piégé à l'intérieur de sa propre vague. Il navigue littéralement dans une vallée d'eau qu'il a lui-même créée. À partir de ce moment, tenter d'accélérer revient à gravir une pente très raide. Cela exige une puissance supplémentaire considérable. C'est pourquoi un cargo gigantesque de 400 mètres ne peut pas naviguer à 50 nœuds. Il faudrait des moteurs tellement énormes et coûteux que leur construction serait inutile. De plus, les armateurs savent déjà qu'une augmentation de vitesse de quelques nœuds seulement fait exploser la consommation de carburant. Passer de 22 à 25 nœuds peut accroître la consommation de 40% ou plus. Et lorsqu'il s'agit de navires qui consomment des centaines de tonnes de carburant par jour, cette augmentation est colossale. Mais voici un point intéressant. Tous les bateaux ne respectent pas cette limite de vitesse de coque. Certains navires peuvent aller beaucoup plus vite, comme les vedettes rapides ou les navires militaires. Et tout dépend du type de coque. Il existe 2 grandes catégories: navires à déplacement et navires planants. Les navires à déplacement sont ceux qui fendent l'eau, cargos, paquebots de croisière, grands voiliers. Leurs coques sont conçues pour la stabilité et l'efficacité à basse vitesse. Mais lorsqu'ils tentent d'aller vite, ils se heurtent à la barrière des vagues. À l'inverse, les navires planants fonctionnent différemment. Lorsqu'ils atteignent une vitesse suffisante, ils ne fendent pas l'eau. Ils s'élèvent au-dessus. L'eau sert alors de support et la coque s'immerge moins. En réduisant la surface mouillée, la friction diminue drastiquement, permettant ainsi d'atteindre des vitesses bien plus élevées.
C'est pourquoi un petit bateau peut facilement atteindre 50 nœuds, alors qu'un navire de 200 mètres ne pourrait même pas envisager une telle vitesse. Le problème, c'est que les coques planantes ne conviennent pas à toutes les situations. On ne peut pas construire un cargo de 300 mètres en forme de hors-bord. Pour planer, il faut qu'il soit relativement léger et compact. De plus, à grande vitesse, le navire heurte les vagues avec une force considérable. Les vibrations, les contraintes structurelles et la consommation de carburant explosent. Ce n'est donc pas une solution viable pour les longs voyages. Et c'est là que beaucoup s'étonnent. Même si l'on parvenait à construire un paquebot géant capable de déjauger, ce ne serait pas pratique. Les forces que sa structure devrait supporter seraient absurdes. Imaginez des centaines de milliers de tonnes heurtant des vagues à 60 ou 80 km/h pendant des jours. La coque nécessiterait des renforts si massifs que l'on perdrait de l'espace de chargement. Le poids augmenterait et le navire coulerait à nouveau, au point de ne plus pouvoir déjauger. C'est un cercle vicieux qui démontre que la vitesse, pour les grands navires, n'est pas seulement difficile, elle est incompatible avec leur raison d'être même. Alors, existe-t-il des solutions pour surmonter tous ces obstacles? Oui, mais elles présentent toutes un inconvénient, et elles sont presque toujours extrêmement coûteuses ou complexes. Prenons l'exemple des hydroptères, des bateaux dotés d'ailes, sous-marines, qui génèrent une portance et soulèvent la coque à grande vitesse. Lorsqu'ils fonctionnent, le résultat est impressionnant. Le bateau s'élève, effleurant à peine l'eau, et atteint des vitesses incroyables, avec une consommation de carburant bien moindre. Mais ils sont fragiles, complexes et très sensibles à l'état de la mer. Une autre piste consiste à utiliser des coques à faible frottement. Certains bateaux expérimentaux libèrent de petites bulles sous la coque pour réduire la traînée. D'autres présentent des conceptions radicales, comme les perce-vagues, capables de fendre les vagues au lieu de glisser dessus. Toutes ces solutions fonctionnent, mais elles restent très spécifiques et ne conviennent pas à la plupart des bateaux. Et nous en arrivons à une réflexion importante. Parfois, la vitesse n'est tout simplement pas payante. La mer n'est pas faite pour la vitesse. C'est un milieu lent, vaste et dense. Et le génie naval a dû s'adapter à cette réalité. On ne peut pas lutter contre les lois de la physique quand chaque bataille coûte des millions d'euros en carburant, en entretien et en réparation. Par conséquent, lorsqu'on voit un immense navire naviguer en douceur à 21 nœuds, on ne constate pas un défaut de conception. On observe un équilibre parfait entre vitesse, consommation de carburant, sécurité et stabilité. On constate que l'ingénierie navale respecte les lois de la navigation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les navires, je vous invite à aimer, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de ce genre. À bientôt dans la prochaine vidéo.